Pour mesurer la masse d'un liquide, par exemple 100 grammes, on commence par allumer la balance, puis on place le récipient qui contiendra ce liquide sur celle-ci. La masse du récipient apparaît. On appuie ensuite sur le bouton TAR qui remet la balance à zéro. Cela signifie que la balance enlèvera à chaque mesure la masse du récipient. C'est donc la masse du liquide uniquement qui sera indiquée. On verse donc le liquide jusqu'à atteindre 100 grammes. Pour mesurer la masse d'une poudre, 20 grammes par exemple, c'est le même principe. On allume la balance, on met le récipient dessus, on appuie sur TAR, on verse la poudre jusqu'à atteindre les 20 grammes souhaités. Pour mesurer la masse d'un solide quelconque, il suffit d'allumer la balance, d'attendre que le zéro apparaisse, puis de poser le solide dessus. Attention de toujours bien indiquer les valeurs avec la bonne unité, ici le gramme. Il faut aussi savoir que les balances sont plus ou moins précises. La précision est en général indiquée à côté de l'écran. Ici, la balance mesure à 1 gramme près. Le volume est la place qu'occupe une substance dans l'espace, que ce soit un gaz, un liquide ou un solide. L'unité légale d'un volume est le mètre cube, mais on utilise souvent le litre. 1 litre vaut 1 décimètre cube, et donc 1 mètre cube vaut 1000 litres. Le volume d'un liquide se mesure avec un récipient jaugé, comme cette fiole jaugée, ou un récipient gradué, comme cette éprouvette. Il faut savoir que quand on place un liquide dans un récipient, il peut avoir tendance à remonter sur les parois. La surface du liquide est alors légèrement arrondie et on appelle cette surface le ménisque. Plus le récipient est étroit, plus le ménisque est marqué. Cela pose un problème pour savoir à quelle graduation correspond donc le bon volume. En réalité, on ne peut pas mesurer parfaitement ce volume du fait du ménisque et on va essayer simplement de minimiser l'erreur commise. On voit que si l'on prend comme référence le haut du ménisque, on comptera tout ce volume comme s'il existait, ce qui n'est pas le cas. Si on prend comme référence le bas du ménisque, c'est ce volume-là dont on ne tient pas compte, au contraire. On voit donc que c'est en choisissant le bas du ménisque que l'erreur est la plus faible, et c'est donc ce choix que l'on fera tout le temps. Pour utiliser une fiole jaugée, on remplit donc le récipient jusqu'à ce que le bas du ménisque touche le trait de jauge et l'on sait alors que l'on a le volume indiqué sur le récipient. Attention, très important, on met toujours son œil en face du trait pour mesurer précisément et éviter les erreurs que l'on appelle erreurs de parallaxe. Un récipient jaugé sert à obtenir un volume précis d'un liquide, mais pas à mesurer un volume inconnu. Pour déterminer un volume inconnu, on utilise plutôt un récipient gradué. Il faut toujours commencer par déterminer à quoi correspondent les petites graduations. Pour cela, on regarde le nombre de divisions comprises entre deux grandes graduations et on cherche quel est l'écart entre ces grandes graduations. Ici par exemple, on a 10 ml d'écart et 10 petites divisions. Une petite graduation correspond donc à 10 ml divisé par 10, c'est-à-dire 1 ml. On peut le vérifier en rajoutant les valeurs. Ici, on a toujours 10 ml entre deux grandes graduations, mais on n'a plus que 5 divisions. On a donc 10 divisé par 5, soit 2 ml par division. On peut là aussi le vérifier. Attention de bien compter les divisions et pas les petits traits. Une fois que cela est fait, on place un œil bien en face du bas du ménisque et on regarde à quelle valeur cela correspond. Pour t'entraîner, indique à quelle valeur correspondent ces trois volumes. Mets en pause, puis relance pour la correction.
Les erreurs de parallaxe sont dues à un mauvais placement de l'œil quand on veut déterminer une mesure à partir d'un appareil gradué. La règle est de toujours mettre son œil en face de ce qui permet la mesure, une aiguille pour ce compteur, le niveau d'eau dans ce récipient. Le récipient ou l'appareil doivent toujours être posés pour être stable et c'est l'œil que l'on déplace. Si on ne fait pas cela, en regardant en étant en dessous du repère, on lira une valeur plus faible que la réelle. Et au contraire, si on est au-dessus, on lira une valeur trop grande. On se place donc en face du niveau d'eau pour avoir la bonne valeur. Le terme substance en chimie désigne tout liquide, solide, gaz dont on veut parler. C'est le terme le plus général possible. Un corps pur est une substance ne contenant qu'un seul constituant. C'est très rare dans la nature. On peut avoir de l'eau pure par distillation. Un mélange est une substance qui contient au moins deux constituants différents. Une eau minérale est un mélange comme on le voit sur l'étiquette. Un alliage est également un mélange. Par exemple, le laiton est un mélange de cuivre et de zinc. Si l'on n'arrive pas à distinguer à l'œil nu les constituants d'un mélange, on dit que le mélange est homogène. C'est le cas du lait par exemple, d'une eau minérale ou de ce morceau de métal. Si on distingue plusieurs constituants à l'œil nu, on dit dans ce cas que le mélange est hétérogène. C'est le cas de cette pierre par exemple et de cette vinaigrette. Il est important de préciser à l'œil nu. Si on peut distinguer des constituants avec un microscope, mais pas à l'œil nu, le mélange sera dit homogène quand même. Il est important également d'utiliser le terme distinguer et pas le terme voir. Par exemple, si je regarde ce morceau de métal, je vois le zinc et le cuivre qu'il compose. C'est à cause de ce mélange que cet alliage a cette couleur. Par contre, je ne peux pas les distinguer, c'est-à-dire les voir séparément. Pour voir si tu as compris, trouve si ces images désignent un corps pur, un mélange homogène ou un mélange hétérogène. Mets en pause, puis relance pour la correction. Pour mesurer le volume d'un solide, on commence par verser de l'eau dans un récipient gradué, comme cette éprouvette. On repère le volume versé, puis on place l'objet dans l'eau. Le volume total va alors augmenter et cette augmentation correspond au volume du solide. On repère donc le volume après immersion, on enlève le volume de départ et on connaît le volume de notre solide. La technique de déplacement d'eau est une technique permettant de recueillir un gaz. On commence par mettre de l'eau dans un récipient, puis on remplit totalement un tube à essai d'eau. On le bouche avec le doigt, puis on le retourne dans le premier récipient. On relie ensuite un autre récipient contenant une boisson gazeuse par exemple, au tube à essai renversé, à l'aide d'un tube creux. Lorsque l'on agite la boisson gazeuse, le gaz s'échappe à travers ce tube et monte dans le tube renversé. Le gaz prend la place de l'eau qui descend, d'où le nom de cette technique. Une fois le tube à essai rempli de ce gaz, on le sort de l'eau en le bouchant bien, puis on rajoute un bouchon. On peut aussi directement mettre ce bouchon dans l'eau si on veut être sûr qu'il n'y ait pas du tout de gaz qui s'échappe. Le tube à essai contient alors le gaz que l'on veut étudier. Pour tester la présence du dioxyde de carbone, on va utiliser un réactif appelé eau de chaux. C'est en fait une solution saturée d'hydroxyde de calcium, CaOH2, que l'on a filtré. Ce réactif est un liquide transparent.
Si l'on fait passer du dioxyde de carbone à l'intérieur de ce réactif, ou si l'on verse ce réactif dans un récipient contenant du dioxyde de carbone, on constate que le liquide se trouble. On dit aussi qu'il blanchit. Ce changement de couleur est dû à une réaction chimique qui fait apparaître un précipité de carbonate de calcium, ce que l'on appelle plus couramment du calcaire. Un précipité est un solide très fin qui dans ce cas finit par se déposer au fond du récipient si on le laisse décanter. A noter que si l'on continue le contact entre le dioxyde de carbone et le réactif, ce précipité peut disparaître à son tour. Il faut donc être attentif et ne pas rater le blanchiment de la solution. Pour mettre en évidence la présence d'eau, on va utiliser un réactif appelé sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre hydraté est un joli cristal bleu. On le réduit en poudre, puis on le chauffe de manière à éliminer l'eau. Il passe ainsi de la couleur bleue au blanc. On obtient ainsi du sulfate de cuivre anhydre. Anhydre signifie sans eau. Si on remet de l'eau, il redevient bleu, ce qui nous permettra de tester la présence d'eau. On met par exemple du sulfate de cuivre anhydre sur des aliments à tester. On voit qu'il redevient bleu avec la pomme, qui contient donc de l'eau, et il reste blanc avec la farine. Celle-ci ne contient donc pas d'eau. En réalité, ce test n'est pas très sensible. Il ne réagit pas quand l'eau est présente, mais en très faible quantité, comme c'est le cas dans la farine. Le test du dioxygène est un test simple. Il faut d'abord remplir un récipient, un tube à essai par exemple, avec le gaz à tester. On peut utiliser la technique du déplacement d'eau pour cela. On enflamme ensuite une allumette ou une bûchette. On l'éteint ensuite en veillant à ce qu'elle reste légèrement incandescente pour la suite. On l'introduit alors dans le tube contenant le gaz. Si elle se rallume, le gaz est du dioxygène. Pour comprendre la notion de changement d'état, il faut savoir qu'un matériau donné est composé de petits grains appelés atomes ou de paquets de petits grains toujours identiques appelés molécules. Les atomes sont de forme sphérique et minuscule, 0,1 milliardième de mètre environ. Dans la partie suivante, je vais t'expliquer ce qui se passe au niveau de la matière dans un changement d'état. Pour comprendre ce qui se passe lors d'un changement d'état, il faut comprendre qu'il existe dans la nature différents liens possibles entre les particules. Dans le cas d'une molécule, les atomes sont liés par des liens qui sont très forts. Dans le cas d'un solide, par exemple, d'un glaçon, les molécules vont être liées entre elles par des liens qui sont beaucoup moins forts, que j'ai représentés ici par des petits morceaux de scotch. Donc ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que quand on va chauffer un glaçon, quand on va chauffer un solide d'une manière générale, ce que nous on ressent comme de la température, au niveau de la matière, ça va correspondre à une vibration. Donc on voit en fait que mon édifice tient, parce que les atomes sont tous liés entre eux. Donc mon solide finalement a une forme propre qui est liée en fait à ces liens. Ensuite ce que je vais faire simplement, c'est que je vais simuler un petit peu ce qui se passe quand on chauffe mon solide, c'est-à-dire simplement je vais le secouer un petit peu. Donc on voit en fait que l'édifice s'est défait, mais par contre certains liens restent encore entre les molécules. Donc ça correspond en fait au passage à l'état liquide, où les molécules en fait n'ont plus des liens avec toutes les molécules autour. Donc on voit que la forme maintenant est très variable. Ça explique pourquoi un liquide va prendre la forme du récipient dans lequel il est. Par contre, il reste toujours des liens entre les molécules. Ces liens ne casseront, ne céderont ces derniers liens que quand on transformera en fait notre liquide en gaz. Donc à ce moment-là, il faudra vibrer encore plus fort. Et puis on voit que les molécules se séparent. Une fois que l'on a compris ce qui a été expliqué précédemment, on va pouvoir représenter la matière dans ces trois états. On peut choisir des représentations quelconques pour les atomes ou molécules. Pour l'eau, essayez de vous souvenir de la forme des molécules qui la composent. C'est assez simple, on dirait des oreilles de Mickey. Dans le cas d'un solide, les atomes ou molécules sont proches et quasiment immobiles. Dans le cas d'un liquide, les atomes ou molécules sont proches mais peuvent bouger. On peut le montrer en rajoutant des flèches sur notre modélisation. Dans le cas d'un gaz, les molécules sont séparées et bougent dans tous les sens. On peut là aussi montrer ce mouvement avec des flèches. Cette représentation permet d'expliquer les propriétés de chaque état de la matière.
Un solide a une forme propre, c'est-à-dire qu'il garde sa forme, car les atomes ou molécules se tiennent tous les uns les autres. Il est visible parce que la quantité d'atomes ou de molécules est très importante. Un atome tout seul est trop petit pour être visible, mais là, il y en a tellement que l'ensemble devient visible. C'est un peu comme si l'on met un grain de sable à 100 mètres de nous, on ne le verra pas. Par contre, si l'on met des milliards de grains de sable ensemble, cela fera un gros tas que nous pourrons voir. Un liquide est visible pour les mêmes raisons. C'est aussi un tas d'atomes ou de molécules liés. Par contre, ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres, et un liquide ne garde donc pas sa forme. Dans le cas d'un gaz, les atomes sont séparés. Il est donc invisible. On peut aussi rapprocher ces atomes ou les éloigner, en bougeant le piston d'une seringue, par exemple. Dans le cas d'un liquide ou d'un solide, c'est impossible, puisque les atomes ou molécules sont déjà les uns contre les autres. Bonjour à tous, donc dans cette expérience, nous allons simplement vérifier la conservation de la masse lors d'un changement d'état. Donc simplement avec des glaçons que l'on va faire fondre un petit peu en accéléré à l'aide d'un sèche-cheveux. On mesure la masse avant qu'ils aient fondu et puis la masse après qu'ils aient fondu. Ensuite, je vous expliquerai comment comprendre cela à l'aide des modèles des atomes et des molécules. Pour comprendre ce qui se passe lors d'un changement d'état, il faut comprendre qu'il existe dans la nature différents liens possibles entre les particules. Dans le cas d'une molécule, les atomes sont liés par des liens qui sont très forts. Dans le cas d'un solide, par exemple, d'un glaçon, les molécules vont être liées entre elles par des liens qui sont beaucoup moins forts, que j'ai représentés ici par des petits morceaux de scotch. Donc ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que quand on va chauffer un glaçon, quand on va chauffer un solide d'une manière générale, ce que nous on ressent comme de la température, au niveau de la matière, ça va correspondre à une vibration. Donc je vais vous montrer en fait ce qui se passe simplement. Je vais mesurer la masse au départ de mon solide. Donc on voit en fait que mon édifice tient parce que les atomes sont tous liés entre eux. Donc mon solide finalement a une forme propre qui est liée en fait à ces liens. Je mesure la masse de cet ensemble. Qui fait 136 grammes. Ensuite, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais simuler un petit peu ce qui se passe quand on chauffe mon solide. C'est-à-dire simplement, je vais le secouer un petit peu. Donc on voit en fait que l'édifice s'est défait. Mais par contre, certains liens restent encore entre les molécules. Donc ça correspond en fait au passage à l'état liquide, où les molécules en fait n'ont plus des liens avec toutes les molécules autour. Donc on voit que la forme maintenant est très variable. Ça explique pourquoi un liquide va prendre la forme du récipient dans lequel il est. Par contre, il reste toujours des liens entre les molécules. Ces liens ne casseront, ne céderont ces derniers liens que quand on transformera en fait notre liquide en gaz. Donc à ce moment-là, il faudra vibrer encore plus fort. Et puis on voit que les molécules se séparent. À chaque fois dans les changements d'état, on voit donc que le nombre de molécules ne change pas. Donc si je mesure de nouveau la masse, on voit que sans surprise, je vais retrouver la même masse qu'avant. À partir du moment où le nombre de molécules, donc le nombre d'atomes total ne change pas, la masse n'a aucune raison de changer. On parle de dissolution quand un solide, du sel par exemple, disparaît dans un liquide, de l'eau par exemple. On obtient ainsi de l'eau salée. Le solide est appelé un soluté, le liquide un solvant, et quand le soluté s'est dissous dans le solvant, on obtient une solution. Par exemple ici, une solution d'eau salée. En réalité, le soluté ne disparaît pas vraiment, il devient juste invisible. Et si l'on élimine le solvant en le transformant en gaz, en le chauffant par exemple, on retrouve ce soluté. C'est le principe des marais salants, par exemple, en bord de mer.
Quand on met trop de soluté, il ne se dissout plus. On parle de solution saturée. La partie suivante va vous expliquer ce qui se passe au niveau de la matière. Donc, je vais maintenant vous expliquer le principe de la dissolution avec le modèle moléculaire. Donc des petites remarques quand même sur cette représentation. Donc bien sûr, vous avez déjà vu que normalement un atome est représenté par une sphère. Là j'utilise le jeu de Lego parce que c'est pratique et puis assez ludique. Mais bien sûr, voilà, il faut imaginer que normalement ce sont des sphères qui sont attachées entre guillemets les unes aux autres. De la même façon, je n'ai pas respecté le code des couleurs, c'est-à-dire que normalement ici, dans la molécule d'eau, H2O, on a deux hydrogènes qui sont censés être blancs et un oxygène qui est censé être rouge. Ça ne change rien pour l'explication, donc voilà, du coup, on va pas se préoccuper des couleurs. Donc l'idée en fait, c'est toujours pareil, il faut imaginer en fait que dans un liquide, les molécules sont, donc on a des liens qui sont forts à l'intérieur d'une molécule entre les atomes, et entre les molécules, on a des liens un petit peu plus faibles, hein, que je symbolise souvent par des petits morceaux de scotch comme ceci. Il faut imaginer que dans un liquide, les molécules bougent sans arrêt, les unes par rapport aux autres, qu'elles peuvent se détacher d'une molécule pour venir s'attacher sur une autre. Et en fait, on a un mouvement comme ça, en permanence, de toutes nos molécules. Donc si on s'intéresse au sel, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a là aussi, entre les particules qui constituent le sel, ce sont des particules qui font à peu près la taille des atomes, on a aussi des liens qui sont assez faibles, que j'ai représentés là aussi par des petits morceaux de scotch. Ce qui va se passer, c'est quand on va mettre le sel à l'intérieur de l'eau, donc notre sel, c'est un assemblage comme ça, donc là bien sûr il n'y a que 4 particules, mais il faut imaginer qu'il y a des milliards de particules, et là aussi il faut imaginer qu'il y a des milliards de molécules d'eau tout autour. Et ce qui va se passer simplement, c'est que comme ces molécules ici d'eau sont en mouvement en permanence autour en fait de ces particules-là, les molécules vont venir attraper ici, elles vont venir se fixer par un lien assez faible, je pourrais, voilà, c'est pas très rapide, mais je pourrais symboliser ça, représenter ça par un petit lien comme ça qui se fait avec un petit morceau de scotch, et elles vont venir arracher comme ça une petite particule. Et comme elles bougent, elles vont l'entraîner un peu plus loin. Et chacune en fait des molécules va faire ça. Donc chacune va venir attraper un petit morceau, comme ceci, de mon sel. Et tout ça va se disperser. Donc elles continuent de bouger, et tout ça va se disperser à l'intérieur de l'eau. Ça permet de comprendre plusieurs choses. Ça permet de comprendre pourquoi le sel disparaît. En fait, au départ, il faut imaginer que notre sel, ne serait-ce qu'un tout petit grain de sel, ce sont des milliards et des milliards de petites particules comme celle-ci, qui sont attachées les unes aux autres. Une particule toute seule, c'est à peu près 0,1 milliardième de mètre. Autant dire qu'une particule toute seule est totalement invisible. Quand on a un grain de sel, c'est un tas de ces particules qui est fait avec des milliards en fait de particules. Donc c'est un petit peu comme si on pose un petit grain de sable à 10 mètres de nous, on ne le verra pas. Par contre, si vous mettez des milliards et des milliards de grains de sable ensemble, ça va faire un tas de sable que vous verrez. Donc mon sel au départ, c'était un petit peu ce tas de sable. Et une fois que les molécules d'eau ont entraîné ces particules un petit peu comme ça, un petit peu partout à l'intérieur du liquide, je me retrouve à avoir des petits grains de sable qui sont isolés. Ici sont mes particules, elles sont séparées, toutes seules, elles sont invisibles et le sel disparaît. Ça permet d'expliquer aussi pourquoi quand l'eau s'évapore, on va retrouver notre sel. Si les molécules d'eau s'évaporent, à nouveau en fait, les petits grains qui constituent en fait mon sel vont pouvoir en fait se rapprocher, s'attirer à nouveau et se relier à nouveau. Et on va retrouver notre sel à la fin. Cette représentation, elle permet aussi d'expliquer, je vais refaire mes petits liens comme ceci. Donc cette représentation, elle permet aussi d'expliquer pourquoi à partir d'une certaine quantité de sel, on ne va plus réussir à le dissoudre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien ici que le nombre de molécules disponibles pour venir attraper mes petites particules de sel est devenu de plus en plus limité. J'en ai plus qu'une en fait qui est disponible. Donc si je remets du sel à l'intérieur, effectivement cette molécule va pouvoir entraîner une particule de sel, mais il va en rester. Et si j'en rajoute encore, j'ai plus du tout de molécules qui vont pouvoir entraîner ces petites particules de sel. Du coup, elles vont rester ensemble et elles vont tomber au fond de l'eau. On dit dans ce cas-là que la solution est saturée. Pour dessiner cette modélisation, on peut représenter les particules comme on le souhaite. On veillera juste à donner la bonne représentation pour l'eau et on se souviendra que les atomes sont en réalité de forme sphérique. Le soluté est un tas de particules attachées les unes aux autres.
Le solvant est un ensemble de molécules légèrement liées les unes aux autres, mais qui se déplacent en permanence. On ne mettra pas de flèche ici pour montrer le mouvement, afin de ne pas surcharger le schéma, mais n'oubliez pas que les particules ne sont pas figées. Dans la solution, les particules de soluté ont été entraînées par les molécules de solvant et sont donc dispersées dans celui-ci. On le représente donc comme ceci. Si la solution est saturée, il n'y a plus assez de molécules de solvant pour entraîner les particules de soluté, et le soluté reste donc au fond du solvant s'il est plus lourd que celui-ci. La représentation est ici générale, mais il faudra bien sûr préciser le nom du soluté, du solvant, quand cela sera possible. Nous allons voir dans cette vidéo comment modéliser et symboliser les atomes et les molécules. Un atome est un minuscule grain de matière que l'on ne peut pas couper. Une molécule est un assemblage de plusieurs atomes attachés entre eux. Nous ne nous intéresserons ici qu'au modèle de l'atome de Dalton, qui date de 1808. Il a modélisé les atomes par des sphères pleines. En réalité, le diamètre d'un atome est d'environ 0,1 milliardième de mètre, soit 0,1 nanomètre. Par convention, on attribue des couleurs à ces sphères, en fonction de l'atome qu'elles représentent. Rouge pour l'oxygène, noir pour le carbone, blanc pour l'hydrogène, bleu pour l'azote, vert pour le chlore, jaune pour le soufre, etc. Le modèle de l'atome et des molécules est donc ces sphères, ou ces groupes de sphères. C'est une sorte de maquette qui permet de comprendre certaines propriétés de la matière. On trouve le symbole des atomes dans un tableau appelé classification périodique. À chaque case correspond un atome. On voit qu'au nom de cet atome est associé soit une majuscule toute seule, soit une majuscule suivie de minuscules. Le symbole d'un atome est donc cette lettre ou cette suite de lettres. Le symbole d'une molécule est appelé sa formule. Il faut, pour pouvoir l'écrire, soit connaître sa composition, soit connaître sa représentation et le code de couleur, ou l'avoir en légende, soit pouvoir se servir du nom de la molécule. On cherche le symbole dans la classification périodique des atomes présents et on les écrit en général dans l'ordre alphabétique. On indique ensuite en indice, en bas à droite, en quelle quantité ils sont présents. Le 1 est toujours sous-entendu, on ne l'indiquera jamais. Tu vas maintenant t'entraîner à écrire les formules de quelques molécules. Tu as besoin de la classification périodique. Essaie de retenir le code de couleur vu précédemment. Si tu n'y arrives pas, laisse la vidéo se poursuivre jusqu'à ce qu'il apparaisse. Sinon, mets en pause maintenant, cherche les formules, puis remets en lecture pour la correction. Pour le premier exercice, on commence par repérer les couleurs présentes et les atomes correspondants, ainsi que leurs symboles. On a des sphères noires de carbone, symbole C, des sphères blanches d'hydrogène, symbole H, et des atomes d'oxygène, symbole O. On écrit ces symboles dans l'ordre alphabétique. On compte ensuite les atomes de chaque espèce et on met ce nombre en indice. On a 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. La formule de l'aspirine est donc C9, H8, O4. Pour le deuxième exercice, on recherche à la classification périodique les symboles correspondant à la composition. V pour le vanadium, AU pour l'or, CU pour le cuivre et F pour le fluor. On les écrit dans l'ordre alphabétique en faisant bien attention aux lettres minuscules. On rajoute ensuite en indice les quantités indiquées dans la composition. Le 1 n'est jamais marqué. La formule est donc AU3, CU, F3, V2. Pour le troisième, le préfixe di signifie 2 et oxyde signifie oxygène. On a donc 2 atomes d'oxygène de symbole O et comme c'est du dioxyde de soufre, on a un atome de soufre. On écrit les symboles dans l'ordre alphabétique et les quantités en indice. La formule est donc SO2. Dans la classification périodique, les atomes sont symbolisés par une majuscule seule ou par une majuscule suivie d'une minuscule. Il est très important de bien respecter cette notation, comme nous allons le voir à travers un exemple. Imaginons que l'on veuille écrire le symbole d'un atome de nickel. Dans la classification, le symbole indiqué est N majuscule suivi d'un I minuscule. Si l'on écrit N majuscule suivi d'un I majuscule,
Ce n'est pas le symbole d'un atome que l'on écrit, mais la formule d'une molécule. On peut rechercher dans le tableau à quoi correspondent ces lettres et on constate que N majuscule est le symbole de l'atome d'azote et I majuscule le symbole de l'atome d'iode. Grand N, grand I, tout en majuscule, est donc la formule d'une molécule qui comprendrait un atome d'azote et un atome d'iode. En résumé, si on vous demande la différence entre ces deux écritures, une majuscule suivie d'une minuscule et deux majuscules, vous devez répondre que la première est le symbole d'un atome, en précisant lequel bien sûr, et que la deuxième est la formule d'une molécule, en précisant là aussi les atomes présents. Entraîne-toi avec l'exemple suivant. Tu as bien sûr besoin d'une classification périodique. Quelle est la différence entre C majuscule O minuscule et C majuscule O majuscule? Mets en pause, puis relance pour la correction. L'écriture C majuscule O minuscule est le symbole d'un atome de cobalt. L'écriture C majuscule O majuscule est la formule d'une molécule comprenant un atome de carbone, le symbole est C, et un atome d'oxygène, le symbole est O. Une transformation chimique est un réarrangement des atomes. Certaines substances appelées réactifs disparaissent, d'autres appelées produits apparaissent, mais le nombre total d'atomes de chaque espèce ne change pas. On pourrait comparer cela à un jeu de Lego. Les réactifs seraient des constructions et la transformation chimique reviendrait à défaire ces constructions pour en construire de nouvelles. On voit bien que le nombre de briques de chaque couleur reste le même. On écrit ces transformations chimiques à l'aide d'équations bilan. Et il va falloir dans ces équations bilan retrouver le même nombre d'atomes avant et après la transformation. On va voir cela à l'aide de deux exemples. Si l'on fait brûler du carbone dans suffisamment de dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone. S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène, il se forme du monoxyde de carbone. Pour écrire les équations bilan, à gauche d'une flèche, on écrit les symboles et formules des réactifs séparés par un plus. Et à droite, les formules et symboles des produits, séparés également par un plus. Ces équations bilan sont en fait comme des recettes de cuisine. On a indiqué les ingrédients à gauche et le produit de notre recette à droite. Par contre, pour le moment, on n'a pas indiqué les proportions et on voit qu'avec les mêmes ingrédients, on peut obtenir des produits différents. Ce sont ces proportions qui vont permettre d'obtenir le bon produit. Il va falloir donc trouver ces proportions. C'est ce que l'on appelle équilibrer l'équation bilan. Et on va se servir pour cela du fait que les atomes ne peuvent ni disparaître, ni apparaître. L'avantage par rapport à une recette de cuisine, c'est que l'on sait exactement ce qu'il y a dans le produit et en quelle quantité. Dans une crêpe ou une gaufre, ce n'est pas le cas. La méthode pour équilibrer consiste à compter chaque espèce d'atome avant et après et à faire en sorte qu'il y en ait le même nombre en rajoutant là où il en manque. Si l'on s'intéresse à notre première équation bilan, on voit qu'avant la transformation, il y a un atome de carbone. C équivaut à C1. Le 1 n'est jamais indiqué. Et après, on a également un seul atome de carbone. Il y a deux atomes d'oxygène avant et également deux après. Cette équation est bien équilibrée. Si l'on simule cela avec des Legos, on voit qu'effectivement il n'y a ni création ni perte de briques. Si l'on s'intéresse à la deuxième équation, on voit qu'il y a un atome de carbone à gauche et un après également. Par contre, on a deux atomes d'oxygène à gauche et un seul à droite, ce qui est impossible. On va donc en rajouter un à droite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on ne peut pas rajouter un O à CO en écrivant CO2. Sinon, c'est comme si l'on disait que l'on obtient des crêpes alors que cette recette est destinée à obtenir des gaufres. Il faudra bien garder le CO. On ne peut pas non plus ajouter un O tout seul. Encore une fois, on n'obtient que des gaufres à la fin, pas autre chose. Par contre, on peut dire que l'on a obtenu deux gaufres au lieu d'une, en écrivant CO plus CO. En faisant cela, on a bien deux oxygènes à droite cette fois-ci. Par contre, on a aussi modifié le nombre de carbone, et pour en avoir autant à gauche, c'est-à-dire 2, il suffit d'avoir un deuxième C qui réagit.
Il faut bien comprendre que quand on fait réagir des substances, on a à disposition des milliards d'atomes et de molécules. C'est un peu comme pour une recette de cuisine là aussi. On sort nos boîtes d'œufs, notre farine, notre lait, et on va prendre dans ce stock ce dont on a besoin. Pour terminer notre travail, on factorise et on écrit donc 2C plus O2 donne 2CO. On voit donc que si l'on met 50% de carbone et 50% de dioxygène ensemble, on obtient du dioxyde de carbone. Et que si l'on met 66% de carbone pour 33% de dioxygène, on obtient du monoxyde de carbone. Avec des proportions différentes, on obtient des produits différents. Tu peux compléter cette vidéo avec d'autres dans la playlist Chimie 4e. Tu verras comment écrire la formule d'une molécule, comment équilibrer l'équation bilan de la combustion du méthane, du butane, etc. Nous allons voir dans cette vidéo des exemples d'équations bilan à équilibrer. Je te conseille de regarder avant ces 4 vidéos qui vont s'afficher sur le principe des équations bilan, la combustion du carbone, du méthane et enfin du butane. Une fois que les équations bilan s'afficheront, mets en pause puis relance pour la correction. Dans cette équation bilan, on a 2 hydrogènes à gauche et 2 à droite. C'est bien équilibré. Par contre, on a 2 oxygènes à gauche et seulement 1 à droite. Il faut donc rajouter une deuxième molécule H2O. En faisant cela, on a équilibré l'oxygène, mais déséquilibré l'hydrogène, puisqu'il y en a 4 désormais à droite et seulement 2 à gauche. Il suffit de rajouter une molécule de dihydrogène et tout est équilibré. On le vérifie avec les Lego. On voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. Dans cette équation bilan, on a 2 atomes d'azote à gauche et un seul à droite. Il faut donc rajouter une molécule NH3 à droite. On a désormais 6 hydrogènes à droite et seulement 2 à gauche. Il faut avoir 3 molécules de dihydrogène pour que cela soit équilibré. On le vérifie avec les Lego. On voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. Dans cette équation, on a un soufre à gauche et un à droite, c'est équilibré. Par contre, on a 4 oxygènes à gauche et seulement 3 à droite. Il en manque donc à droite et on rajoute donc une molécule SO3. C'est désormais à gauche qu'il en manque, mais comme l'oxygène est dans 2 molécules, on peut être embêté, sauf si l'on a bien compris que l'on a rajouté également du soufre à droite. Pour l'équilibrer, il faut donc rajouter une molécule SO2 à gauche. Si l'on compte l'oxygène, on a bien également autant d'atomes avant et après la transformation chimique. On le vérifie, là encore avec les Lego, on voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. L'oxygène est présent dans 2 molécules d'un même côté de la flèche, on l'équilibrera en dernier. On a 2 carbones à gauche et un seul à droite. On rajoute une molécule de CO2, ce qui en fait 2 au total. On a 6 hydrogènes à gauche et 2 à droite. Il faut donc 3 molécules d'eau au total pour compenser. Reste l'oxygène. On en a 7 au total à droite et 2 à gauche, ce qui pose problème car on ne pourra avoir qu'un nombre pair à gauche. Pour résoudre cela, on multiplie tous les coefficients par 2. On a désormais 14 atomes d'oxygène à droite, ce qui implique que l'on a 7 molécules de dioxygène à gauche. Voilà, tu trouveras dans la description une liste de sites pour t'entraîner. N'hésite pas à en faire un maximum pour bien maîtriser la technique. Tu verras qu'au final, cela n'a rien de très compliqué et on fait en fait toujours la même chose. Nous allons étudier dans cette vidéo la combustion du carbone. Tout part de l'observation d'une combustion dans l'air du charbon de bois. On observe au bout d'un certain temps de combustion que la masse de charbon de bois a diminué et qu'en soufflant sur les braises, la combustion est meilleure. Le fait de souffler amène davantage d'air au contact du charbon de bois et on peut donc supposer qu'un composant de l'air est nécessaire à la combustion. Sachant que l'air est composé principalement de dioxygène, 21%,
et de diazote, 78%, on peut donc supposer que c'est un de ces deux gaz qui intervient. C'est notre hypothèse de départ, et on va la tester en faisant ces trois expériences. La combustion dans le dioxygène, dans l'air, puis dans le diazote. On constate que la combustion dans le dioxygène est très vive, beaucoup plus que dans l'air, ce qui montre donc que c'est ce gaz qui intervient dans la réaction de combustion. Quand on réalise la combustion dans l'air dans un récipient fermé, elle s'arrête assez vite car le dioxygène présent dans le flacon est rapidement consommé par la réaction. Dans le diazote, la combustion s'arrête tout de suite, ce qui montre bien que le diazote n'intervient pas dans cette combustion. On a donc du carbone qui a réagi avec le dioxygène. On s'intéresse maintenant aux produits de la réaction. Le charbon de bois disparaît au cours de la réaction, ce qui permet de supposer que le produit est un gaz, puisqu'invisible. Les réactifs nous permettent de penser que cela peut être CO2 qui apparaît. L'équation bilan de la réaction serait donc C plus O2 donne CO2. Pour le vérifier, on met de l'eau chaude transparente dans le premier flacon. Le fait qu'elle blanchisse montre que la réaction produit bien du dioxyde de carbone. La réaction est donc bien C plus O2 donne CO2. Lorsque l'on fait brûler du carbone dans le dioxygène, la réaction est très vive. Elle est beaucoup moins dans l'air et s'arrête rapidement. Dans le diazote, elle s'arrête instantanément, ce qui montre que c'est le dioxygène qui est le constituant de l'air nécessaire à la combustion. On dit qu'une combustion est complète quand les produits de la combustion ne peuvent plus brûler. C'est le cas quand on fait brûler un gaz à base de carbone, comme du méthane de formule CH4 ou du butane de formule C4H10, dans suffisamment de dioxygène. La réaction fabrique alors du dioxyde de carbone et de l'eau. On observe une flamme bleue. S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène, la combustion est incomplète. En plus du dioxyde de carbone et de l'eau, d'autres produits apparaissent. Du carbone, qui forme un dépôt noir sur une coupelle placée devant la flamme, qui cette fois-ci est jaune, mais aussi un gaz mortel, le monoxyde de carbone. Carbone et monoxyde de carbone pourraient brûler à leur tour pour donner du CO2 s'il y avait suffisamment de dioxygène, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est pour cela que l'on dit que la combustion est incomplète. Il est donc indispensable de bien aérer les pièces où se trouve un appareil à combustion, par exemple un chauffage d'appoint ou une chaudière. Il faut également les faire entretenir régulièrement. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et non irritant. On ne peut donc pas s'apercevoir qu'on le respire. Il prend la place du dioxygène dans le sang, ce qui le rend mortel à très faible dose. Nous allons voir dans cette vidéo comment équilibrer l'équation bilan de la combustion du méthane dans l'air. Il faut d'abord identifier les réactifs et les produits. Quand on fait brûler un gaz dans l'air, c'est toujours le dioxygène qui réagit. Les réactifs sont donc le méthane et le dioxygène. Pour identifier les produits, on place un récipient à proximité de la flamme, de la buée apparaît, de l'eau est donc produite. Si l'on fait brûler le méthane à proximité d'eau de chaux, elle se trouble, du dioxyde de carbone est donc produit.
Le bilan de la réaction est donc méthane plus dioxygène donne eau plus dioxyde de carbone. On remplace les noms par les formules et l'on obtient CH4, formule du méthane, plus O2, formule du dioxygène, donne H2O, formule de l'eau, plus CO2, formule du dioxyde de carbone. Cette équation nous indique les substances intervenant dans la transformation, mais pas les proportions. On voit ainsi qu'il y a 4 atomes d'hydrogène avant et seulement 2 après, ce qui est impossible car les atomes ne peuvent être détruits ou créés au cours d'une transformation chimique. On va maintenant voir comment équilibrer cette équation bilan de façon à avoir autant d'atomes avant et après à l'aide de Duplot. Il faut comprendre plusieurs choses. D'abord qu'une molécule est comme une construction de Lego et une transformation chimique, c'est comme quand on défait des constructions pour en faire de nouvelles, en utilisant toutes les pièces disponibles. À gauche de la flèche, c'est avant de défaire les constructions. À droite, c'est une fois que les nouvelles constructions sont faites. Il faut comprendre aussi que quand on fait brûler du méthane, il y a des milliards de molécules qui sont présentes et que ce n'est pas forcément une molécule de méthane qui va réagir avec une molécule de dioxygène. Il peut y en avoir plus. Si l'on imagine que seulement une molécule de méthane réagit avec une molécule de dioxygène, si l'on utilise les pièces disponibles pour fabriquer le dioxyde de carbone, on voit qu'il nous manque de l'oxygène pour créer les molécules d'eau qui sont produites. Il n'y a donc pas une molécule de dioxygène qui a réagi, mais deux. Si on fait cela, on arrive bien à créer notre molécule de CO2 et des molécules d'eau. On voit donc que la réaction s'écrira CH4 plus 2O2 donne 2H2O plus CO2. On peut maintenant arriver à la même chose en utilisant uniquement le bilan. On va chercher à équilibrer le nombre de chaque atome avant et après. Petite astuce, on s'occupe de l'oxygène en dernier car il est présent dans deux produits. On a un carbone à gauche et un à droite, c'est équilibré. On a 4 atomes d'hydrogène à gauche et 2 à droite, il faut donc qu'il y ait 2 molécules d'eau pour que les atomes d'hydrogène soient conservés. Très important, on pourrait tenter d'écrire H4O pour avoir 4 hydrogènes à droite, ce qui est interdit puisque l'on sait que c'est de l'eau qui apparaît dans la réaction et H4O n'est pas la formule de l'eau. On voit que l'on a donc 4 atomes d'oxygène au total à droite. Pour en avoir 4 à gauche, il faut 2 molécules de dioxygène. On retrouve bien l'équation et bilan équilibré que l'on avait réalisé avec les Duplot. Pour arriver à l'équation bilan équilibrée de la combustion du butane dans l'air, il faut d'abord identifier les réactifs et les produits de cette transformation chimique. On fait brûler du butane. Le premier réactif est donc celui-ci, de formule C4H10. On le fait brûler dans l'air, il faut retenir que le gaz présent dans l'air qui permet les combustions est le dioxygène. Le second réactif est donc le dioxygène de formule O2. Quand on réalise cette combustion, de la buée apparaît. De l'eau de formule H2O a donc été produite et c'est notre premier produit. Si l'on approche la flamme de l'eau chaude, celle-ci se trouble. Le deuxième produit est donc le dioxyde de carbone de formule CO2. On peut alors écrire le bilan de cette réaction en mettant les réactifs séparés par un plus à gauche d'une flèche et à droite les produits également séparés par un plus. On a donc C4H10 plus O2 donne H2O plus CO2. Cette équation n'est pas équilibrée puisque l'on a par exemple 4 carbones à gauche et seulement 1 à droite, ce qui est impossible. Les atomes ne peuvent ni disparaître ni apparaître au cours d'une réaction chimique. On va équilibrer le nombre d'atomes en laissant de côté l'oxygène. C'est une petite astuce à connaître. Comme il intervient dans 2 molécules du même côté de la flèche, on le fait en dernier. On commence par exemple par le carbone. Pour en avoir 4 à droite, il faut que la réaction ait fait apparaître 4 molécules de CO2, ce que l'on va écrire 4CO2. On s'intéresse maintenant à l'hydrogène. Il y en a 10 à gauche et 2 à droite. Il faut donc que 5 molécules d'eau aient été produites pour que l'on puisse arriver à nos 10 atomes d'hydrogène. Il ne reste plus que l'oxygène à équilibrer.
Il y en a 5 pour l'ensemble des molécules d'eau et 8 pour l'ensemble des molécules de dioxyde de carbone, ce qui en fait 13 au total. On voit que l'on ne peut pas équilibrer à gauche puisque ce nombre sera forcément pair. Il y a en effet 2 atomes d'oxygène par molécule. On utilise alors une petite astuce pour transformer un nombre impair en nombre pair. On va le multiplier par 2, ce qui permet toujours d'avoir un nombre pair au final. Par contre, pour conserver l'équilibre des carbones et hydrogènes, il faut multiplier tous les coefficients par 2 également. C4H10 passe donc à 2 C4H10. On laisse de côté le dioxygène pour le moment et 5 molécules d'eau passent à 10 molécules. 4 molécules de CO2 passent à 8. Au final, on a donc 26 atomes d'oxygène à droite et il faut donc 13 molécules de dioxygène à gauche pour équilibrer. L'équation bilan équilibrée de la combustion du butane dans l'air est donc 2C4H10 plus 13O2 donne 10H2O plus 8CO2. Nous allons voir dans cette vidéo une petite expérience qui permet de vérifier la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Donc c'est une expérience que vous pouvez facilement refaire chez vous. Il vous faut du bicarbonate de soude que j'ai placé en fait dans cette bouteille. Il vous faut du vinaigre. Je l'ai placé dans ce récipient. L'idée en fait ça va être de mesurer la masse totale de tous les ustensiles avant de faire la réaction et donc des réactifs séparés. Puis on va mettre en contact les deux réactifs, le vinaigre et le bicarbonate de soude. Et on va vérifier que la masse ne change pas. Donc on a une masse de 91 grammes, entre 90 et 91 grammes. Donc on rajoute le vinaigre à l'intérieur de la bouteille. On referme. Donc on voit qu'il y a une réaction qui est en train de se dérouler. Donc il faut fermer de manière bien hermétique pour que le gaz ne s'échappe pas. La masse reste tout le temps toujours égale à 90 grammes. On va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Mais on voit qu'elle oscille toujours entre 90 et 91 grammes. Vous pourrez continuer l'expérience pendant un moment jusqu'à ce que la mousse disparaisse et on s'apercevrait en fait que la masse effectivement ne varie pas. Donc ça en fait c'est assez logique, assez simple à comprendre. Il faut revenir aux bases de ce qu'est une transformation chimique. Donc moi j'aime bien expliquer avec un petit jeu de Lego. Donc il faut imaginer que la matière est faite d'atomes, donc de petits grains de matière, qui sont vraiment minuscules, 0,1 milliardième de mètre à peu près. Ça veut dire que si on met un petit millimètre entre nos doigts, on pourrait mettre environ 10 millions d'atomes les uns sur les autres. Donc moi j'aime bien représenter les atomes par des pièces de Lego, comme ceci, ou de Duplo. On a toujours avec ça. Et il faut simplement imaginer qu'une molécule, c'est une sorte de construction comme ça d'atomes. Donc ce sont des atomes qui sont attachés les uns aux autres. Ça, voilà, j'ai notre molécule ici. Donc quand je fais ma réaction chimique ici, quand je mets en contact mes deux réactifs, finalement ce qui se passe, c'est que mes molécules vont entrer en contact, les atomes vont se séparer et vont se réarranger de manière différente. Donc quand je mesure la masse, en fait, c'est comme si je mesurais la masse de ceci. Donc mes molécules, je n'ai pas fait la tare avant, mais c'est pas très grave, je vais laisser le récipient dessus. Donc c'est comme si je défaisais toutes les pièces de Lego et que je faisais un nouvel arrangement. Donc concrètement, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Les atomes vont s'arranger de manière différente. Et je vais avoir par exemple une première molécule qui se forme comme ceci, et puis une deuxième, comme ça là. Donc je vois que la masse en fait ne change pas, j'ai la même masse qu'avec mes premières constructions, ce qui est logique puisque finalement le nombre d'atomes ne change pas au cours de la transformation chimique, c'est simplement qu'ils sont réarrangés de manière différente. Donc voilà une petite expérience tout simple pour vérifier ça.
Donc la masse ne change pas car le nombre d'atomes ne change pas non plus au cours d'une transformation chimique.